Comment les villes peuvent-elles se préparer aux bouleversements climatiques à venir? Comment peuvent-elles limiter au maximum les dégâts causés par des catastrophes qui les toucheront tôt ou tard? Faut-il repenser en profondeur la manière dont nos villes sont conçues pour pouvoir répondre à des crises toujours plus chroniques? Ce sera le sujet de cet épisode et on en parle juste après le générique. Salut, c'est Philippe pour un nouvel épisode de Fenêtre sur la ville. Alors vous ne le voyez pas, mais je suis en plein confinement, ça devrait faire 3 ou 4 semaines, j'ai un peu perdu le compte à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais on s'est dit que c'était quand même l'occasion d'essayer de réfléchir à la situation actuelle et de remettre un peu en question notre planning éditorial. En l'occurrence, il y a un mot qu'on entend beaucoup dans le paysage médiatique, politique, sanitaire ces derniers temps. Ce mot, c'est la résilience. Cette opération résilience. Résilience. La résilience. La résilience. La résilience. Et j'aimerais vous en parler aujourd'hui. De quoi parle-t-on de notre côté quand on parle de résilience? Parce qu'effectivement, c'est quand même un peu le buzzword en ce moment, on en entend de plus en plus parler. C'est un concept protéiforme que l'on retrouve dans différentes disciplines, la biologie, la psychologie, même l'informatique, mais qu'on retrouve aussi depuis peu dans l'urbanisme et l'architecture. On va essayer de voir dans cette vidéo ce que c'est, ce que ça pose comme question, et puis surtout quels enseignements on peut en tirer peut-être pour la crise que l'on est en train de vivre actuellement. Dans son acception urbanistique, la résilience désigne la capacité des villes à surmonter des situations de crise, de catastrophes, qu'elles soient naturelles, industrielles, terroristes ou comme en ce moment, sanitaires. En soi, le concept n'a rien de nouveau. De tout temps, les villes ont cherché à se protéger des calamités qui pouvaient les toucher. La différence est qu'aujourd'hui, elles ne cherchent plus simplement à se protéger, mais à absorber ces catastrophes. À faire en sorte qu'elles ne soient pas vécues comme des ruptures majeures, mais plutôt comme des perturbations que l'on peut entre guillemets apprivoiser, ou en tout cas face auxquelles on peut s'adapter avant de pouvoir revenir à un état normal. On n'attend pas d'avoir la certitude que le navire va couler pour y mettre des chaloupes. Et c'est un peu ça la grande nouveauté de la résilience urbaine. L'idée c'est de considérer la ville comme un organisme vivant, un métabolisme, dans lequel il faudrait en quelque sorte renforcer les défenses immunitaires. Vous savez, c'est cette vision que vous connaissez forcément du territoire vu comme un métabolisme urbain qui vit et un cœur qui bat en permanence, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec des flux, des entrées, des sorties. Il y a deux grandes raisons qui expliquent l'émergence de cette nouvelle philosophie. La première, c'est bien évidemment le changement climatique et la multiplication très probable des crises à venir. La deuxième, c'est aussi qu'on commence à se rendre compte que le problème, en quelque sorte, c'est nous, ou en tout cas la manière dont nos villes sont conçues. À titre d'exemple, prenons la Nouvelle-Orléans, qui a subi en 2005 les ravages de l'ouragan Katrina. Il se trouve que la ville avait déjà été touchée par un ouragan d'intensité similaire quelques décennies plus tôt. C'était en 1965 avec l'ouragan Betsy. Sauf qu'à l'époque, seuls 20% de la ville avait été inondée. Avec Katrina, c'est cette fois 80% de la ville qui s'est retrouvée sous les flots. Et comme le montre le documentaire The Big and Easy, c'est en grande partie la bitumisation à l'excès de la ville qui explique ce différentiel dramatique. Pourquoi? Eh bien prenons l'exemple de nos fidèles routes goudronnées. L'asphalte va rendre les sols imperméables, avec plusieurs conséquences dramatiques. D'une part, ça va empêcher l'eau de s'infiltrer dans les sols, et ça va donc renforcer le risque d'inondation. D'autre part, en empêchant l'eau de s'infiltrer, ça va aussi réduire les nappes phréatiques, et donc les réserves d'eau disponibles, augmentant le risque de sécheresse et de pénurie d'eau. Enfin, on l'avait montré dans une précédente vidéo, ça va aussi renforcer les îlots de chaleur. Bref, c'est la cata, et avec le changement climatique à venir, ça risque clairement de ne pas s'arranger. Et voici le bulletin météo, comme si on ne savait pas qu'on est au milieu d'une vague de chaleur. La journée s'annonce torride. Il fera encore plus de 40 degrés à l'ombre, alors restez cool. La résilience urbaine nous invite à complètement changer de paradigme sur la manière dont on conçoit les villes. La première étape, ça va être de corriger les erreurs du passé, autant qu'on peut. Le projet Oasis, par exemple, à la ville de Paris, consiste à débitumer des cours d'école de la capitale de manière à créer des îlots de fraîcheur un peu partout. Mais la deuxième étape, c'est surtout, le plus important, d'essayer d'anticiper les crises à venir en proposant des formes urbaines, des objets urbains qui soient capables d'absorber les catastrophes. Le TCG Platz, à Copenhague, est un parc spécifiquement conçu pour absorber les surplus d'eau de pluie. Grâce à sa topographie en cuvette, à sa structure inspirée des canaux, à la disposition d'arbres et de plantes drainantes, le parc va permettre de faire éponge, littéralement, à l'échelle du quartier. Dans un autre genre, la ville de Melbourne a récemment remplacé une partie de ses trottoirs par des pavés perméables afin de permettre au sol d'absorber l'eau de pluie, là encore, comme une éponge. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Et j'imagine que vous l'avez compris, si je vous parle d'éponge, c'est pas par hasard. C'est l'un des concepts les plus à la mode dans le paysage de la résilience urbaine. En l'occurrence, depuis 2014, la Chine est l'un des pays pionniers pour expérimenter ce concept de Sponge City, ville-éponge littéralement. Ironie de l'histoire, la tristement célèbre ville de Wuhan en est l'une des pionnières, avec un objectif assumé de reconquête de ce qui était autrefois de l'eau à ciel ouvert. L'agglomération comptait encore 127 lacs dans les années 80. Il n'était plus qu'une trentaine en 2016, et la ville en a payé le prix fort avec d'importantes inondations dans les années récentes. On compte pas moins de 228 projets de résilience urbaine dans la seule Wuhan, allant de la création de parcs semi-aquatiques jusqu'au débitumage de certaines rues à l'échelle locale. L'objectif de ces villes-éponges est qu'elles puissent, à terme, absorber 70% des surplus d'eau en période de tempête. Comme le résumait un officiel chinois, le principe est de redonner de la place à l'eau plutôt que de vouloir la combattre. Évidemment, les inondations ne sont pas le seul problème auquel la résilience urbaine cherche à répondre. Le concept se décline en une multitude de variations qui vont varier selon les contextes locaux, les spécificités de chaque ville, de chaque pays, au niveau politique, au niveau des catastrophes qui les touchent, mais aussi, il faut le dire, vis-à-vis des catastrophes qu'on ne connaît pas et qui ne tarderont pas à venir. Malheureusement, le cas du Covid-19 en est un flagrant exemple à ce niveau-là. Mais vous l'avez compris, si j'ai choisi de mettre en lumière les Sponge Cities dans cette vidéo, c'est parce qu'elles illustrent plutôt très bien les fondamentaux de cette philosophie. On pourrait la résumer en une phrase, ne pas vouloir endiguer littéralement les catastrophes à venir, mais plutôt accepter leur potentialité comme une nouvelle normalité. Et je vous invite à lire la passionnante tribune de l'architecte suisse Philippe Rahm que je vous mets dans la barre d'infos. Selon lui, le changement climatique nous invite à imaginer des formes urbaines qui s'affranchissent des considérations esthétiques, culturelles ou symboliques pour privilégier des principes urbains plus directement liés aux contextes environnementaux, aux conditions climatiques, au mouvement des vents, au taux d'humidité, bref, tous ces facteurs que l'on a parfois eu tendance, il faut le dire, à négliger. Et cela implique de chercher à mieux intégrer les climatologues et plus largement le monde de la recherche environnementale et pourquoi pas épidémiologique dans la conception architecturale et urbanistique. Mais après tout, qui sait de quoi demain sera fait? Peut-être que quand on sortira de cette période de confinement, il faudra repenser radicalement nos espaces publics de manière à ce qu'il y ait toujours 1,50 m entre deux personnes. En tout cas, je voulais vous présenter ce concept de résilience urbaine pour que vous compreniez bien le changement de mentalité qui est en train de s'opérer dans les grandes villes à travers le monde vis-à-vis des catastrophes qui pourraient les toucher. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Vous pouvez bien sûr liker, commenter, partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche et vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines sorties. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Fenêtre sur la ville. Merci. Are you saying this was a natural disaster, pure and simple? A natural disaster. Well, a hurricane is. What hit the Mississippi Gulf Coast was a natural disaster, a hurricane, pure and simple. The flooding of New Orleans was a man-made catastrophe.